Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus pour cette édition hybride, parce qu'on a donc la joie de vous avoir ici en présentiel et aussi des participants à distance. Voilà, je dirais que c'est la nouvelle donne, le post-Covid, c'est ça, c'est l'hybride, hein. On se voit, on se touche, on se parle, et puis aussi on se voit à distance. J'ai une bonne nouvelle, je suis un petit peu enroué, donc ça va être très très court comme introduction. Mais je vais quand même, bon, je vois pas mal de visages amis, mais il y a aussi des personnes ici qui nous découvrent. Nous, la FNIM, la Fédération nationale de l'information médicale. Alors, qui sommes-nous? Donc, moi, dans 2 secondes, je suis Pierre-Henri Fressinjas, je suis son heureux président. Et alors, qui sommes-nous? Alors, nous sommes la plus ancienne et la première fédération de prestataires du monde de la santé. Hein, je crois que la première édition, c'était dans les années 70. On a plus de 70 membres qui sont des passionnés d'information médicale. Hein, donc, il y a de la presse édition, vous avez des agences de communication, de conseil, du medical education, vous avez des organisateurs de congrès, des agences d'études, du digital, du marketing, etc. Donc l'information médicale, c'est un mot assez vaste. En fait, pour nous, l'information médicale, c'est entre la recherche et la prise en charge d'un patient, c'est toute la chaîne qui va permettre de récolter cette information, de la traiter, de l'analyser et enfin de la diffuser. Hein. Donc, nous, notre job à la FNIM, c'est donc d'aider les professionnels de santé à mieux prendre en charge les patients en utilisant cette information médicale. On n'a pas de chiffre officiel, mais j'ai la prétention de croire que 80% des messages de l'industrie pharmaceutique, de la formation médicale, se fait avec le concours des membres de la FNIM. Voilà. Alors, on a aussi des projets spéciaux, donc comme l'OpenFNIM, avec des thématiques out of the box pour intéresser le plus grand nombre. On a aussi des projets spéciaux, je pense notamment en 2018, où on a créé notre propre baromètre pour évaluer l'impact de l'information médicale sur la pratique des médecins, hein, qu'on avait réalisé avec le SPEPS et BVA, donc une étude qui est en ligne, hein, sur le site lafnim.com. En 2019, on s'est plutôt intéressé à ce binôme particulier et à ces synergies qui est le patient et le soignant. Et l'idée, c'était d'analyser un petit peu les interactions qu'il y a, hein, parce que c'est plus une interaction descendante, maintenant c'est une interaction transversale et aussi avec le concours des associations de patients. Donc c'était à nouveau une étude qu'on a réalisée avec BVA et qu'on a mis en ligne sur le digest sur le site de la FNIM. Vous pouvez aller le consulter. Et en 2021, bon, il y a eu le Covid en 2020, et en 2021, on a lancé la bourse FNIM de l'information médicale. Donc c'est quoi? C'est un prix qui récompense des binômes d'étudiants et d'associations de patients pour réaliser des projets innovants dans l'information médicale ou la prise en charge des patients. Donc on a actuellement, avec le jury, sélectionné 5 projets, d'accord. Et ces projets, ils sont donc soumis au vote de la FNIM, donc des membres de la FNIM, mais aussi il y a un vote grand public. Donc vous pouvez scanner ce QR code ou aller tout simplement sur lafnim.com/bourse. On est en train de communiquer sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Et il y aura donc aussi un prix du public. Donc c'est ouvert à tout le monde, aux associations, aux institutionnels, aux laboratoires, etc. Tous ceux qui sont intéressés par la santé et qui veulent voir un petit peu qu'est-ce qui se fait sur le terrain au quotidien. Alors, l'AFNIM, c'est donc des membres, et donc si c'est des membres actifs qui font des événements et avec qui on noue des partenariats. Je vais en donner un exemple avec 2 projets aujourd'hui qui sont à venir. Donc, il y a DTX France, hein, qui est donc sur la place et les perspectives de la France dans les nouvelles thérapies numériques, donc qui aura lieu le 5 juillet 2022, donc au format digital. Vous avez à nouveau le QR code pour aller sur le site. Donc, c'est réalisé par Tech2Med, qui est un membre de l'AFNIM. Et donc, pour eux, pourquoi DTX France? 2022, c'est l'année clé pour la feuille de route du numérique en santé. Hein. Donc, il y a Mon Espace Patient qui vient d'être lancé en janvier, des catalogues d'applications, la télésurveillance, et donc il y a une voie réglementaire donc au Digital Health en France. Et donc, le Tech2Med, il organise cet événement qui sera un événement national, mais aussi avec des internationaux, pour approcher et étudier ces nouvelles thérapies numériques. Voilà. Et donc, il y a en ce moment un tarif Early Bird pour tous, donc n'hésitez pas à vous connecter.
Le deuxième partenaire que je voudrais présenter aujourd'hui, c'est donc le Festicom Santé, qui aura donc lieu la semaine prochaine à Deauville. Je crois que c'est un événement qu'on attend tous depuis 2 ans maintenant. Donc le Festicom Santé, c'est un partenaire historique de la FNIM, et donc on y sera bien entendu tous présents. La FNIM également, puisqu'on va faire voter les participants au festival pour élire aussi le projet de la bourse, leur coup de cœur. Voilà, donc les inscriptions individuelles sont toujours ouvertes, donc n'hésitez pas à venir. Alors, je préférerais en présentiel, mais ça peut être aussi en distanciel. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je laisse la parole à Denise Silbert et Yacine Adjad, que je remercie d'être présents aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne réunion. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'AFNIM de m'avoir autorisé à organiser cette matinée. Merci à Yacine Adjad d'avoir accepté. Merci aussi aux éditions Edimarc de nous avoir déposé des exemplaires du fascicule que vous avez pris, le praticien connecté. Donc, je suis vraiment ravie d'être ici avec Yacine parce que c'est quelqu'un qui a un parcours unique. Donc, je vais commencer par lui demander, nous allons parler en 3 parties de son parcours parce que ça va éclairer son travail actuel qui est d'être le directeur général des Digital Health Solutions, donc DHS ou solutions numériques en santé, d'un laboratoire basé à Paris, mais avec une responsabilité mondiale, ce qui n'est pas non plus aussi courant pour une société américaine. Donc, Yacine, premièrement, tu es médecin. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en tant que médecin clinicien, donc les études et puis la recherche aussi, puisque tu as fait des publications? Merci Denise. Bonjour à tous. Ravi d'être là également. C'est ma première participation, je crois, à cet événement. Je suis très heureux d'être là, et surtout pour parler de santé numérique. Sur peut-être la présentation de mon parcours, je ne sais pas s'il est unique, peut-être pas, mais en tout cas, il représente une certaine évolution du domaine de la santé. Et j'ai suivi ces évolutions-là moi-même, et ça m'a fait naviguer entre plusieurs missions, plusieurs pays, etc. Et aujourd'hui, à Paris, et en faisant de la santé numérique. Donc peut-être que ça représente aussi une certaine trajectoire qui est au-delà de ma personne, celle de l'évolution, encore une fois, de la santé. Donc effectivement, moi je suis médecin de formation, je suis médecin douleur et soins de support en oncologie. Donc je travaille en tant que clinicien, j'ai fait ma formation notamment spécialisante ici à Paris, au Canada, à McGill. J'ai travaillé dans la clinique. Puis à un moment, j'ai eu la curiosité de découvrir ce qu'il y avait d'autre au-delà de la clinique dans le domaine de la santé. J'ai décidé de faire une école de commerce. Donc un MBA, comme beaucoup de mes amis autour de moi à ce moment-là, mais c'était plutôt une curiosité plus qu'autre chose, en me disant, bon, ça ressemble à quoi, ça veut dire quoi. Donc j'ai trouvé le MBA. J'ai un peu oublié qu'il fallait payer pour le MBA. J'ai eu la chance de trouver un laboratoire pharmaceutique qui m'a sponsorisé, qui m'a permis d'aller au bout de ce projet-là. Donc c'était Sanofi. Sanofi qui a sponsorisé mon MBA et que j'ai rejoint dans une activité, un département de stratégie et public affairs. Donc c'était déjà un laboratoire qui se projetait beaucoup dans le futur et la transformation du domaine de la santé. Et j'ai eu la chance d'en faire partie et réfléchir à ce que pourrait être la santé en 2050 et au-delà. C'était parfois très théorique. On parlait déjà un tout petit peu en ce moment-là, ça remonte à longtemps quand même, du potentiel du digital healthcare, mais on était vraiment sur des éléments très très vagues. Mais on se posait ces questions-là de la transformation du monde de la santé. Par la suite, j'ai continué cette aventure-là qui m'a plu. C'était vraiment la découverte d'un nouveau monde pour moi. Au niveau de la santé, il existait autre chose que être à l'hôpital ou être dans un cabinet. Donc j'ai beaucoup aimé cette expérience, mais je voulais repartir un peu plus sur des choses scientifiques. J'ai rejoint un laboratoire qui s'appelle Grünenthal, qui est un laboratoire allemand, pour des activités plus de medical affairs et de R&D. C'est là où je suis un peu tombé amoureux de la R&D et de la recherche. Nouvelle curiosité en me disant, c'est une partie que je maîtrise un petit peu moins. Donc j'ai fait beaucoup de recherche clinique. Je suis reparti en formation recherche clinique et j'ai fait un break de pharma. Je suis parti aux États-Unis rejoindre le NIH en tant que guest researcher, donc plutôt de la recherche académique gouvernementale en neurosciences et en oncologie. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour rejoindre le NIH quand on est un Français et en dehors des États-Unis? On envoie des emails, on rencontre des personnes, et j'étais en contact avec certains chercheurs là-bas. Le fait de faire une formation pure en recherche clinique ici à Paris 6 notamment,
m'a permis aussi d'ouvrir certaines portes académiques. Et entre la formation que je faisais et les personnes que j'ai rencontrées dans le cadre d'études et de recherche clinique, ça m'a ouvert la porte. J'ai été Et invité. c'est quoi Yassine Adja avant le NIH et après? Qu'est-ce que ça a changé dans ta façon de voir les choses? J'ai appris à parler anglais, ce qui n'était pas gagné au départ. Mais surtout, ça m'a ouvert les yeux sur une autre forme de recherche thérapeutique. Je connaissais la recherche évidemment académique en France, beaucoup la recherche thérapeutique industrielle, c'est-à-dire on fait une phase 3, on fait une phase 4, etc. etc. J'ai vu un monde radicalement différent dans les moyens qu'on donnait à la recherche aux États-Unis. Évidemment, le NIH, c'est un monde particulier, c'est fédéral, c'est 52 laboratoires, c'est 25 milliards de dollars de budget. Et c'est un monde, un écosystème qui gravite autour de la recherche. Il y a un centre clinique, il y a des laboratoires de recherche de plus en plus fondamentales. Mais tout est organisé pour que la science avance dans un seul territoire, parce que c'est très large, et un seul écosystème. Et ça a été quand même pour moi un choc d'efficacité et d'efficience sur comment on se donne les moyens pour faire de la recherche clinique et comment on amène une molécule vers un patient, une validation puis une thérapeutique, dans un laps de temps relativement court, de manière très efficace dans un continuum qui est très naturel, avec évidemment des moyens, et où tout se passe dans le même endroit, ce que je voyais plus rarement ailleurs. Voilà, ça c'était le NIH, donc première expérience de l'industrie plutôt dans la stratégie affaires publiques, puis dans le médical et la R&D, de la pure R&D. Je suis revenu en France une première fois, j'ai rejoint un laboratoire qui s'appelle Mundi Pharma, pour lequel j'ai travaillé pour à peu près 9 ans, presque 10 ans, et j'ai continué dans les affaires médicales, j'ai été le directeur médical France, puis j'ai eu la chance d'aller au Headquarter Europe en tant que directeur médical Europe, et en 2015, là aussi, peut-être évolution de l'industrie, le laboratoire s'intéressait de plus en plus à l'évolution des pays émergents, qui représentaient très peu à ce moment-là sur notre cartographie business en tout cas. Et donc j'ai eu la chance d'aller à Singapour pour aider au développement de cette région-là. Donc je m'occupais de Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique, Amérique latine, puis Global CMO, toujours basé à Singapour. Une partie du monde qui a fini par surclasser l'Europe et les États-Unis dans les activités du laboratoire en quelques années, notamment drivé par la Chine évidemment. Et sur les 2-3 dernières années de mon activité, le laboratoire a voulu faire de la santé numérique. Et un peu par accident, parce qu'un jour le CIO revenait d'un meeting Davos, je crois, en disant « Ah, j'ai vu des startups qui font de la santé numérique, je veux absolument qu'on en fasse ». Tout le monde faisait un peu la moue. J'étais curieux et j'ai fini par prendre ce projet-là et cette exploration-là de la santé numérique. On a fini par établir quelques activités en santé numérique, avec des succès, mais pas mal de difficultés quand même, parce que j'ai vu aussi comment un laboratoire très ancré dans le mindset traditionnel industrie pharma essayait de faire du numérique. Ça n'a pas toujours été très facile, on a connu beaucoup plus d'échecs que de réussites, mais ça a été pour moi vraiment l'occasion de mettre le pied à l'étrier. Jusqu'en 2020, où j'ai été approché par les laboratoires Biogen, qui avaient à ce moment-là un projet de construire une entité dédiée au numérique, qui est Biogen Digital Health, et qui m'a proposé de rejoindre l'aventure. Donc je suis rentré avec la petite famille de retour à Paris pour prendre ce nouveau challenge. Voilà. Donc, je ne connais pas quelqu'un d'autre qui ait pu porter autant de casquettes différentes et complémentaires. Et j'avais écouté le podcast où tu disais que ce qui t'intéressait, c'était qu'à chaque fois, tu repartais de zéro connaissance de la chose précise et que ça te garde très humble. Le premier élément, c'est cette curiosité-là de se dire qu'est-ce que je ne connais pas, où je vois qu'il se passe potentiellement qu'il se passe quelque chose. Il y a une notion d'innovation qui attire cette curiosité-là, des choses à construire, des choses à tester. Alors ça vient, c'est ce que je vous raconte là, c'est 30 secondes, un peu plus, j'ai fait un peu plus long, mais ça ressemble à un profil LinkedIn. La réalité est beaucoup plus complexe que ça. On se prend des murs, il y a des barrières, on découvre, on se remet en question. On se met dans des situations extrêmement difficiles parce qu'effectivement, à chaque fois, on commence sur des sujets sur lesquels on ne connaît pas grand-chose. Mais c'est tellement excitant de se dire, bah aujourd'hui, la recherche clinique, je veux comprendre et je veux en faire partie. Puis quand la santé numérique et ce boom qu'on voit aujourd'hui, alors entre le buzz et les réalités, il y a du gap, mais en tout cas, il se passe vraiment quelque chose dans la santé numérique. Et ça a été le même driver de curiosité, de me dire, il se passe quelque chose dans la santé qui est en train d'écrire peut-être le prochain chapitre de l'innovation en santé. Et j'aimerais bien en faire partie. Voilà, donc te voilà aux portes de Biogen. Tu arrives, tu as peut-être un bureau. Qu'est-ce qu'il y avait
par rapport à cette entité qui existe aujourd'hui à ton arrivée? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Comment tu as fait pour construire cela? Alors, la santé numérique en tant que telle chez Biogen existait évidemment déjà, hein, je n'ai rien inventé, mais il existait des petites structures ici et là qui faisaient de la santé numérique. Alors, Digital Health, on peut le définir, on peut passer des heures à débattre de sa définition, mais en tout cas, il y a 3 piliers majeurs. Donc, il y a le Digital Enablement, donc un premier pilier qui est celui de le digital, notamment dans la R&D, Digital Biomarkers, etc. La partie Digital Health, Digital Medicine, celle qu'on fait nous aujourd'hui, c'est-à-dire aller jusqu'à l'intervention numérique. Et il y a la partie qui est plus connue par l'industrie, et j'imagine par tous. Ici, c'est le digital engagement. Donc, ça couvre aussi le marketing, les plateformes, les events qui sont devenus virtuels, etc. Donc, Biogen avait un tout petit peu de tout, mais beaucoup de digital en termes engagement, digital marketing dans la communication. Mais la volonté, c'était de vraiment de se donner les moyens de créer une entité séparée, entre guillemets, indépendante, qui reporte directement au CEO et qui s'occupe réellement de digital health et digital medicine, c'est-à-dire cette partie centrale-là qui est la santé numérique. Garder tout ce qui est engagement numérique au sein du business, parce que nos marketeurs savent très bien le faire aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très mature. On sait engager, on sait utiliser les outils numériques. Maintenant, comment faire du numérique un vecteur de santé, soit pour la recherche, soit pour l'intervention, ça, c'était encore à construire. Donc moi, j'ai rejoint une structure qui s'appelait BHS, alors les acronymes évidemment, mais Biogen Healthcare Solutions, qui s'occupait de créer des applications d'accompagnement de patients, de sites web d'information aux médecins, donc des activités relativement, aujourd'hui, qu'on peut appeler simples et encore une fois matures, mais l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin. Donc la première activité qui a été la nôtre, c'était de regarder au sein de Biogen, d'identifier les structures qui travaillaient plutôt sur le digital medicine et digital health, les amener ensemble, définir une feuille de route, un objectif à 5 ans, puis à 10 ans, puis à 15 ans, créer ce qui est aujourd'hui BDH avec ses fonctions et surtout aller aussi recruter les bons profils et les bons talents parce qu'on ne les avait pas forcément toujours au sein de l'organisation, surtout avec cette vision-là de faire un pure player digital health. L'idée, c'était pas juste de dire on fait de la pharma, on sait le faire. Biogen est un laboratoire pionnier en biotech, en neurosciences et avec énormément de talent et de qualité. Mais il y a certaines spécificités du monde et du domaine de la santé numérique où on doit aller chercher des profils extrêmement experts et spécifiques. Et on a passé des mois, non seulement avec Martin Dubuc qui a porté ce projet et le CEO Michel Vounatsos, à réfléchir à cette vision au métier, à la structure et à recruter beaucoup. Donc on est passé à peu près, on avait, alors BHS, pour parler de BHS, entre les contracteurs et les FT, on devait être peut-être une 60aine de personnes à Paris. Aujourd'hui, tout ensemble, on doit dépasser les 200 personnes entre Boston, Paris et Zurich. Donc pour faire simple, définir la vision, le why qui va driver cette mission-là, puis aller chercher le who et les personnes avec qui le faire, et maintenant travailler sur la roadmap et le portefeuille des produits. D'où est venue cette idée d'en faire vraiment une entité à part entière? Est-ce qu'il y avait déjà un modèle dans l'industrie? Typiquement, l'industrie aime bien voir s'il y a des modèles parmi les leurs. Comment cela s'est produit? On ne s'est pas forcément comparé. Alors, il y a plusieurs modèles effectivement qu'on peut voir. Il y a plusieurs permutations et plusieurs laboratoires qui essayent différentes formules. Alors, encore une fois, pour moi, dans mon expérience à moi, j'ai essayé celle qui est totalement intégrée dans le laboratoire. Elle vient avec des avantages et des inconvénients. Je sais que certains vont encore plus loin que notre modèle, c'est-à-dire c'est des entreprises à part, des spin-out qui vont très loin. Nous, on est évidemment Biogen, on est dans le cœur de Biogen, on agit sur les aires thérapeutiques, sur le cœur de ce que fait Biogen en neurosciences, mais en termes de fonctionnement, d'opération et de reporting, on se garde cette agilité, cette capacité d'indépendance d'idées pour être aussi un élément de changement au sein de l'organisation et pour pouvoir avoir un impact qui vient autant de l'intérieur que de l'extérieur. Donc, c'est des réflexions qui sont évidemment portées au plus haut niveau que de l'organisation, donc par le CEO lui-même qui lui aussi a vu et voit que parfois, quand on essaye d'avoir le pace du digital, l'innovation du digital complètement dans le pharma, il y a une friction qui fait que ça ne va parfois pas assez vite. Alors, il a aussi porté cette vision de se dire non, on va essayer un modèle où il y a un freedom to operate pour vraiment que
que cette partie digitale soit une locomotive du changement et de l'innovation au sein du groupe. Donc, il y a plusieurs responsables de différentes formes de solutions. Est-ce que tu peux les décrire? Bien sûr. Alors avant cela, la structure, il y a aussi différentes fonctions tout court. Avant d'entrer dans mon équipe qui est celle des solutions, donc on a une équipe qui est dédiée à la science. Alors l'analogie la plus simple, c'est de voir cette équipe-là comme une équipe R&D, mais totalement dédiée aux solutions numériques. Donc ils font vraiment des études larges ou de validation d'outils numériques, digital biomarkers et ce qu'on appelle personalized medicine. Mais Quels sont les backgrounds des personnes? Il y a des data scientists beaucoup de data scientists, Oui. évidemment, beaucoup de chercheurs et de chercheurs en neurologie, et beaucoup de gens de la tech, notamment dans la data, ML, AI, entre autres. Mais donc c'est notre division recherche et développement. Et c'est disséminé partout ou surtout à Boston? Je ne sais pas. Alors toutes nos équipes sont entre Boston, Paris et Zurich. Ça représente 90% de nos effectifs sur ces 3 localisations. Après, on est aussi ouvert à du full remote. Donc moi, j'ai des équipes qui sont basées aux Pays-Bas, par exemple, ou ailleurs. Mais l'essentiel, dans tous les départements, va être entre Boston, Paris et Zurich, avec un fort contingent, et c'est aussi effectivement un peu rare, ici à Paris, donc il y a un ancrage particulier. Donc voilà, je disais, il y a la partie R&D Science. On a une partie qui est dédiée à l'external innovation parce qu'on n'a pas la prétention de tout faire par nous-mêmes. Alors on a les capacités, on a les moyens de développer en interne toutes nos solutions. Vous m'entendez toujours? Ouais. On a aussi une équipe dédiée à regarder à l'extérieur, à identifier les partenariats et les startups qui peuvent nous aider à accélérer dans ce développement-là. On a évidemment toutes les fonctions support qu'on peut imaginer dans une organisation pour qu'elle soit viable, que ce soit de la finance, des HR, du réglementaire, du legal, de la compliance. On a vraiment tous les métiers pour être une entité fonctionnelle indépendante, mais au sein du cœur de Biogène. Et enfin, il y a ma partie qui est celle des solutions. Alors, il y a différents moyens d'appeler ce qu'on fait. Certains vont appeler ça des produits digitaux ou des solutions ou des digital medicine products, etc. Donc, nous, on les a appelés des solutions, mais c'est le portefeuille produit. C'est les assets qu'on développe ou qu'on co-développe et qu'on met à disposition des utilisateurs. Donc, alors, j'ai une double casquette au sein de l'organisation parce que je suis aussi le Chief Medical Officer, mais ça, c'est plus un héritage. Mais en gros, mon équipe, c'est donc Medical Science, Medical Affairs, donc la partie support scientifique aux solutions et aux produits. Et après, j'ai quatre verticales qu'on pourrait identifier comme des business units qu'on a organisées. Alors, on aurait pu le faire de plusieurs manières, mais on a choisi ce chemin-là, soit selon le vecteur technologique, soit selon l'utilisateur final. Donc, j'ai une équipe dédiée aux solutions patients, une équipe qui est dédiée aux solutions professionnelles de santé, une équipe dédiée à la réalité virtuelle, car c'est un vecteur qu'on voit avec un portefeuille large sur différentes TAs. Et on a enfin une équipe qui est dédiée aux digital biomarkers et aux solutions embarquées, solutions numériques de data generation, monitoring and co. Donc, c'est les 4 business units, si je dois les appeler comme ça, ou solution units que j'ai dans mon équipe. À la tête de chaque unité, il y a un general manager, parce que l'idée, c'est là aussi, on voit le parallèle avec l'industrie, c'est quelqu'un qui doit porter une vision, porter une exécution et driver de la performance, parce qu'on parle aussi de ça, et qui organise un écosystème fonctionnel autour de lui, de tous les métiers, que ce soit du contenu, du développement, de la data analytics, etc. Donc, comment est-ce que vous envisagez, une fois que vous avez tous ces produits, leur diffusion? Est-ce que tu peux nous parler de la commercialisation? Ouais, très bonne question. Et c'est là où on va rentrer un peu dans le modèle et pourquoi on a choisi ce modèle-là. Quand on choisit un modèle totalement indépendant, il faut évidemment du coup inventer le channel de diffusion. Donc, est-ce qu'on a des sales reps? Alors, je sais qu'il y a d'autres entreprises qui ont choisi ce chemin-là. Nous, on a décidé quand même de s'appuyer sur Biogène pour la diffusion de ces assets, pour la plupart, pas toutes. Donc, on a 2 moyens de diffusion de ces assets. Soit on fait du direct to consumer, quand la réglementation le permet, quand l'asset le permet. Donc, un asset comme Cléo, qui est une solution pour les patients atteints de sclérose en plaques, on fait du direct to consumer. Donc, on s'adresse directement aux patients et à la communauté de patients pour l'utilisation de cette application. L'application est gratuite. Complètement, tout à fait. Maintenant, l'intérêt d'avoir cette organisation au sein de Biogène et au sein du groupe Biogène, c'est que ce que nous faisons aussi passe par le channel de Biogène Biotech Pharma. Que ce soit les affaires médicales, que ce soit les sales reps,
c'est un channel de diffusion, de communication et d'engagement de ces outils-là. Parce que certains de ces outils vont aller dans nos études cliniques, certains vont aller dans les IIT, certains vont aller dans un engagement des MSL face-to-face avec les professionnels de santé, parfois sur les congrès. Donc on utilise un panel assez large où on peut s'appuyer sur la force de frappe et le network de Biogène, évidemment, parce qu'on en a aussi pour impacter le cœur de l'activité de Biogène, même si on est non-branded, on ne crée pas des outils pour un médicament en particulier. Mais on a aussi en parallèle la possibilité d'aller directement vers l'utilisateur. Quelle est donc la vision que tu as de cet aspect commercial, chiffre d'affaires, bottom line? Tu as parlé de vision à 5 ans et plus, parce que nous sommes dans un domaine qui est plutôt débutant. Et est-ce que tu peux aussi nous parler de la part des pays dans cette vision? Est-ce qu'il y a des pays qui sont censés aller plus vite que d'autres? Sur la partie plutôt business, du coup, notre mandat à court terme, ce n'est pas de générer de la dollar value. Donc, alors, on a un PNL, le P est assez petit. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une entité d'innovation qui va impacter le cœur de ce qu'on fait, directement ou indirectement. Positionner Biogène dans du leadership play, de dire on est un laboratoire pionnier, Biogène est un laboratoire pionnier en neurotech, en biotech, on veut en être le miroir sur la neurotech, la neurotechnologie. Ça veut dire qu'on va accompagner l'engagement de Biogène dans les neurosciences à travers d'autres outils, d'autres channels. On va créer de la valeur qui est au-delà de la valeur dollar numérique, qui se fait à travers la thérapeutique, sur d'autres vecteurs, sur d'autres angles. Donc, mais une fois qu'on a dit ça, je parle du court terme et je parlerai du long terme plus tard. Ça ne veut pas dire qu'on fait ça de manière totalement naïve, on fait des assets, on fait du digital et ça fait plaisir à tout le monde. Non, on a une vraie discipline de performance, on a une vraie discipline de résultats et de retour de résultats sur ce qu'on investit, ce que Biogène investit dans ce qu'on fait. La position un tout petit peu décalée qu'on va prendre, c'est de dire qu'à court terme, en tout cas à court moyen terme, la création de valeur va être au pluriel et on va se mettre d'accord sur la définition des valeurs qu'on crée et de leur impact, encore une fois, direct et indirect à ce que fait Biogène. Le service aux patients, les professionnels de santé, accélérer la R&D, rendre le suivi, le traitement, la prise en charge des patients plus efficace, plus rapide, plus efficient dans le sens de la résolution. Travailler sur des algorithmes AI, ML qui vont rendre la radiologie plus efficace dans la prise en charge des thérapeutiques en neurologie. Alors, ça va être un panel très large, mais extrêmement structuré. On a beaucoup passé de temps là-dessus pour définir cette mesure de performance et les créations de valeur au pluriel. Court terme. À moyen long terme, en accompagnant un écosystème qui est en train de se construire et de mûrir, parce que je pense qu'on n'y est pas encore, mais ravi d'en débattre. Oui, demain, il y aura des modèles, un écosystème économique qui sera plus en faveur pour ce type d'initiative, notamment sur les thérapies numériques. Alors là, on va parler beaucoup, j'imagine, de digital therapeutics, de ce qui se passe aux US, de ce qui se passe en Allemagne, &co. Donc oui, il y a quelque chose qui est en train de se créer. Est-ce qu'aujourd'hui, le digital therapeutics, même dans les écosystèmes favorables, peut justifier et absorber de tels investissements? Je ne pense pas, mais il s'y passe quelque chose et évidemment, on joue aussi sur ce terrain-là. Mais on joue sur un terrain plus vaste, on se donne un peu plus de temps pour aller chercher ce rationnel économique positif, mais même à court et moyen terme, selon les valeurs et les créations de valeurs qu'on définit, on s'assure de démontrer un ratio positif. La partie remboursement, donc les procédés, tu as parlé de l'Allemagne, le DIGA, comment est-ce que ça va entrer dans le portefeuille produit? Peut-être réalité virtuelle thérapeutique pourrait? Oui, absolument. Donc, tu connais ça extrêmement bien et tu es au courant de ce qu'on fait, mais effectivement, sur le digital therapeutics, la VR peut être un des vecteurs et un des premiers points d'entrée sur lequel on va travailler. Pas que, on a aussi signé un autre partenariat avec une boîte de digital therapeutics aux États-Unis récemment. On regarde dans tout ce qu'on fait, dans les solutions qu'on apporte sur le marché. On ne se dit pas forcément on va faire du digital therapeutics pour faire du digital therapeutics, mais quand ça se justifie, quand des solutions commencent en étant non-digital therapeutics, on imagine comment elles peuvent évoluer là-dessus. Et tu me posais la question sur les territoires géographiques. Bon, évidemment, donc on a un footprint très important en Europe,
en France, en Allemagne, en Angleterre, etc. On a une forte appétence pour les États-Unis pour des raisons naturelles pour Biogen, mais aussi par un écosystème favorable. On regarde bien au-delà parce qu'on est présent en Chine, on est présent beaucoup en Asie et en Amérique latine. Donc on va suivre les évolutions, encore une fois, de cet écosystème-là sans en faire une espèce d'absolue nécessité de se dire il n'y a que le digital therapeutics, il n'y a que le remboursement qui va justifier ce qu'on fait. On est sur un panel beaucoup plus large parce que ce qu'on fait agit autant sur notre R&D interne que sur le service aux patients, que sur des outils qui peuvent être non digital therapeutics, mais qui peuvent avoir une efficience économique avec, je parlais d'imagerie, d'algorithmes et de ML, etc., jusqu'au digital therapeutics, qui font partie de la map, mais qui ne sont pas uniques ou à part dans cette roadmap qui est la nôtre. Je pense que vous pouvez commencer à réfléchir à vos questions. Nous les prendrons par levée de main. Et donc, il y a déjà une? Non. Et comment est-ce que nous ferons par rapport aux questions de la salle? Est-ce que je les répète simplement pour... D'accord. OK. Donc, s'il y a une question déjà, vous pouvez. Mais sinon, moi, j'ai une question. C'est comment est-ce que tu peux nous indiquer un indicateur bien précis de performance, un KPI? Tu en as parlé en général, mais est-ce que tu peux choisir un et nous décrire comment ça se passe? Alors, un qui va être très simple, hein, mais ça va être c'est l'adoption. Quel que soit le user final, quand on crée des solutions, elles sont censées résoudre un problème. C'est la première définition d'un produit numérique. C'est surtout si on a la prétention de les appeler des solutions. Donc là, une solution doit répondre à une problématique. Et ce qui valide qu'une solution répond à une problématique, c'est son adoption. C'est-à-dire, je crée une solution pour les patients. Si les patients ne l'utilisent pas et ils n'en veulent pas, c'est que je suis à côté. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas cette problématique-là, mais peut-être que mon produit n'est pas adapté, peut-être que je n'apporte pas la bonne réponse. Mais ce n'est pas que le patient. Si je crée une solution pour les HCP et si eux ne s'en emparent pas, c'est que c'est pas bon. Si je crée une solution pour accélérer ma R&D et que je crée des outils embarqués dans mes études cliniques pour générer de la data de manière un peu plus accurate, et que mon équipe R&D me dit bon, ton truc là, ton machin, il est sympa, il est fancy, mais moi ça me complique mon étude et tu vas me créer des problèmes, c'est que j'ai pas été bon. Alors il y a une liste encore une fois de tous ces paramètres et de ces KPI, mais le premier, le plus logique, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est l'adoption. D'accord. Et quelles sont les synergies? C'est-à-dire que vous seriez une entité seule qui n'était pas dans Biogen, il vous manquerait quoi? Toute la partie neurologie, peut-être? Tellement de choses. Il nous manquerait tout. Il nous manquerait l'expertise d'un laboratoire comme Biogen, effectivement, dans la neuroscience, qui est assez exceptionnelle. Il nous manquerait des talents, autant R&D qu'une présence dans les pays qu'on devrait réinventer de zéro, ce qui rend les choses impossibles. Il nous manquerait une réflexion stratégique cohérente. On serait là à essayer de chercher quoi faire et pourquoi on le fait. Et évidemment, pour parler franchement, et c'est le but de ces discussions, il nous manquerait les moyens, évidemment. Et est-ce que c'est une ambiance plutôt de start-up, une ambiance de laboratoire, un peu un mix des deux au quotidien? C'est toujours un mix des deux dans une journée. Donc, dans les équipes BDH, une large partie ne vient pas de la pharma. C'est dans mes propres équipes et dans nos équipes, on va avoir des gens qui viennent de la tech, de Google, de Microsoft, de Amazon, etc. Donc, ils viennent avec un état d'esprit et des connaissances radicalement différentes. Donc, ça va vite, ça itère très vite. Nos espaces-temps sont radicalement différents du monde pharma. Maintenant, ce qu'on fait, et on le fait aussi avec la pharma, on le fait parfois avec des SOP, des réglementations et des process pharma. Donc, on doit s'adapter, parfois ralentir un petit peu. On essaye de mixer les deux mondes. Alors, ce n'est pas toujours facile. Comme je le disais, c'est deux mondes qui évoluent parfois dans deux espaces-temps différents. Donc, il y a autant de friction que de synergie. Donc, ouais, ça s'invente tous les jours, mais c'est un peu des deux. J'ai une question Internet. Comment est-ce que vous associez les patients à vos recherches et développements? Alors évidemment, sans rentrer dans le jargon technique du produit digital, mais évidemment, on a tout ce qui est user test lab, etc. Donc tout ce qu'on fait dans le design thinking, il y a ce qu'on appelle design, c'est-à-dire créer le produit lui-même, on le fait avec les patients.
On a des partenariats avec des associations de patients au niveau international et dans chaque pays, quand on prend un pays pour le faire. Dans nos équipes, on a des gens dédiés dans le user research and user testing. Donc, c'est vraiment au cœur de l'activité. Au-delà du claim, au-delà de dire c'est au cœur de ce qu'on fait, bon, voilà, c'est structurel. C'est-à-dire, il y a les partenariats avec les PAG, partenariats à travers les pays, et on a des équipes dédiées dans nos structures, dans nos équipes, qui sont purement dédiées au user research, qui passent leur activité, c'est de faire des interviews, de faire des réunions, de faire des tests et itérer sur le développement du produit. Bonjour et merci de votre témoignage. On parle beaucoup en ce moment sur Internet de la place du métaverse. Alors, je ne peux pas ne pas vous poser cette question. Comment vous réfléchissez et quelle place ça pourrait avoir chez vous? Ouais, honnêtement, on n'a pas encore pris position dessus. On garde un œil sur ce qui se passe sur cette évolution-là. Je n'ai pas de conclusion à ce jour. Évidemment, dans le digital health et sur le territoire et le scope que nous, on couvre déjà beaucoup de choses, mais on garde un œil sur les choses sur lesquelles nous, on n'est pas positionné. Le quantum computing, par exemple, on ne le fait pas. On ne le fait pas encore. Alors, c'est beaucoup plus tangible, mais on se pose évidemment la question de se dire, est-ce qu'en data, il n'y a pas quelque chose à aller faire là-dedans? C'est peut-être le moment pour parler un peu plus de la réalité virtuelle, parce que c'est par définition le métaverse. C'est vrai. Donc, tu peux dire un mot sur les solutions que vous cherchez? Oui. Alors, métaverse en tant que tel, de se dire est-ce que BDH va avoir une existence au sein du métaverse, ça pour l'instant, on ne sait pas. Maintenant, et merci Denise pour ce que tu viens d'ajouter, parce que par contre, la réalité virtuelle en tant que telle, ça, on est complètement On dedans. nous a volé le métaverse, en fait. Ah non, non, non. Ah, s'il y a une extension pour ce qu'on essaye de faire, j'irai avec plaisir. Maintenant, on doit voir est-ce que c'est un métaverse business commercial pour acheter de l'espace ou est-ce que c'est un métaverse qui aura un espace, une application santé? Et là, pourquoi pas? En tout cas, la réalité virtuelle, dans mon équipe, c'est une unité. La réalité virtuelle dans la prise en charge de la douleur, de l'anxiété, de l'expérience patient, demain dans l'éducation des professionnels de santé, même si aujourd'hui on se positionne encore un peu moins là-dessus, mais on est vraiment sur l'expérience patient, que ce soit douleur, anxiété, mental health, etc. Là, on est complètement dedans, au point d'avoir une unité dédiée à la réalité virtuelle. Merci pour votre témoignage. Une question en fait sur les stratégies digitales des compagnies pharma. On voit aujourd'hui que ce qui motive beaucoup de pharma, c'est d'acquérir des données de vie réelle, et dans leur verticale pharmacologique, elles s'adossent à des solutions numériques aussi pour capter de la donnée dans les patients. Donc c'est souvent des stratégies un peu beyond the pill, de service aux patients ou de télésurveillance ou de digital therapeutics pour capter. Est-ce que vous aussi, la donnée de vie réelle est très importante dans ce volet stratégique? Elle l'est, bien évidemment. Est-ce que c'est le seul driver? Non. Elle l'est. Oui, parce que, encore une fois, une des unités, et on voit sur la partie science, il y a toute une partie data, evidence generation, registre, etc. On a des partenariats aussi de très très larges, notamment avec Apple aux États-Unis, où on conduit une étude très large sur les troubles cognitifs. Comme aujourd'hui, l'Apple Watch a développé du cardiovasculaire, on veut développer avec eux les neurosciences. Donc, évidemment qu'on est sur la partie data, digital biomarkers, etc. Est-ce que c'est le seul driver de nos activités? Non. On a bien évidemment dans le portefeuille d'assets, alors on en a 6 aujourd'hui, 12 à la fin de l'année. Certains vont aller sur la partie data, certains vont pas être sur la data, mais vont embarquer de la data analytics avec eux, et d'autres pas du tout. C'est vraiment, encore une fois, le spectre est assez large. Mais bien évidemment, on a une réflexion data dans ce qu'on fait. Toi, tu es global. Comment est-ce que cela se descend opérationnellement dans les pays? Alors, dans l'organisation qu'on a designée, on a aussi une équipe qui s'appelle Ops, exactement, donc opération, et qui est notre lien avec les équipes dans les pays. Donc, tout ce qu'on fait, encore une fois, en étant une entité relativement indépendante, on garde bien en tête que ces bridges-là et ces connexions avec la côté biotech sont importants à tous les niveaux. Donc, on a des représentants du digital dans tous les forums de décision et stratégiques de l'organisation, au point d'avoir au sein de notre organisation des gens qui sont dédiés au management des pays. Donc, on a des market managers, des project managers qui vont s'occuper de territoires. Donc, quelqu'un pour les États-Unis, quelqu'un pour l'Amérique latine, des gens pour l'Europe, des gens pour l'Asie, etc. Et qui font que ce lien-là et cette communication dans les deux sens se passe le mieux possible, pas que pour distribuer ce qu'on réalise, mais pour faire aussi participer les pays dans certaines des réflexions et des décisions stratégiques qu'on développe. Et vos partenaires externes, géographiquement, elles sont où? Est-ce qu'il y a des sociétés françaises avec lesquelles vous travaillez, mais
bien sûr. Et de façon générale, quelle est la répartition? Alors, elles sont partout. Elles sont évidemment en France par un choix naturel, une proximité naturelle. Elles sont évidemment beaucoup aux États-Unis. On en a en Allemagne, on a beaucoup en Europe. On a aussi créé, on a des gens dédiés à l'External Innovation, parfois dans des hubs très stratégiques. Donc, on a une personne en Allemagne qui rayonne et qui fait du scouting et qui fait un open lab là-bas. On a une personne à Shanghai également. Donc, le panel est très large. On a beaucoup aux États-Unis, on a beaucoup d'Europe et de plus en plus en Asie. Et donc, aucune difficulté pour trouver des partenaires français? Ah non, pas du tout. Je sais que dans la réalité virtuelle, c'est le En cas. réalité virtuelle, le Oui. premier partenariat Oui. qu'on a mis en place, c'est avec une équipe de l'ICM. Oui. Donc, on travaille beaucoup avec l'ICM notamment, mais pas que. On travaille avec Paris-Saclay. On a signé un partenariat très important avec une grosse valeur numérique en termes d'investissement avec Terra Panacea. Et puis d'autres startups aussi. Beaucoup, oui, oui, absolument, Oui. absolument. Non, en France, on a un vrai. Alors, et ça a été aussi un choix d'avoir une partie de l'équipe ici en France, au-delà de la vision de Michel Vonatsos ou de Martin ou des gens comme moi qui sont rentrés en France pour faire de l'innovation numérique, alors qu'au début, et honnêtement, en étant loin, quand on m'a parlé de Biogène qui faisait de l'innovation numérique à Paris, j'ai douté moi-même en disant ouais, bah, pourquoi mettre une entité globale à Paris? Et finalement, les choses se sont énormément accélérées, les pouvoirs publics mettent énormément de moyens et il y a une vraie effervescence dans l'innovation en France. Après, on peut discuter, ça va jusqu'à quel niveau de maturité avant de partir ailleurs, ça c'est un autre débat. Mais il y a un vrai terreau extrêmement fertile à l'innovation en France et nous, on le fait à travers beaucoup de partenariats avec des startups françaises. Peut-être un mot sur Terra Panacea. Alors, Terra Panacea, pour ceux qui connaissent déjà ou qui ne connaissent pas, donc c'est une start-up et un spin-off de recherche de l'Université Paris-Saclay et du Plateau qui a eu une innovation majeure, notamment dans le AI, ML et la radiothérapie, dans l'imagerie et les algorithmes d'orientation de la radiothérapie. Et le fond de cette technologie, pour nous, a représenté une promesse sur des applications plutôt en CNS, et également en imagerie, et notamment en sclérose en plaques, et peut-être demain au-delà, sur développer la même approche innovante d'algorithmes et d'imagerie sur les pathologies neurologiques. Donc, on a un partenariat de longue durée avec un investissement total de plus de 50 millions d'euros. Donc, on se donne aussi les moyens de réussir, et ça a été un de nos premiers investissements de ce type-là dans la santé numérique. Donc, comme je disais, on a des capacités à développer nos propres solutions. On peut faire des partenariats, comme on le fait avec Apple. Et parfois, on peut identifier aussi des startups, des technologies innovantes, des leaders brillants derrière ces technologies-là pour dire bah, on va co-construire des indications et des outils ensemble. Et on le fait aujourd'hui en France, on le fait aussi aux États-Unis et ça va s'accélérer. Quand tu fais un partenariat avec Apple, ça monte jusqu'à quel niveau? Est-ce que c'est avec Cupertino ou... Ça monte, c'est plutôt élevé, oui. Ça rend les choses encore plus compliquées, mais oui, c'est des partenariats stratégiques de très grande échelle, avec des moyens assez conséquents. Et on parle d'études sur 3 à 5 ans, sur 40 000 personnes, sur autant d'iPhone et d'Apple Watch, de personnes qui vont l'utiliser au quotidien pour aller découvrir des situations de troubles cognitifs et les détecter plus tôt qu'on le fait aujourd'hui. Donc, on est sur des partenariats extrêmement complexes à un niveau décisionnaire extrêmement élevé. Oui. D'autres questions? Ah, oui. C'est Aurore. Oui, rebonjour. Je comprends en vous écoutant les moyens considérables que Biogène met derrière cette nouvelle entité. Je ne sais pas si vous pourrez nous dévoiler le montant du budget, mais c'est vrai que ça a l'air impressionnant. Moi, j'aurais voulu revenir sur ce modèle de rentabilité de cette entité et à quel horizon vous prévoyez une rentabilité de cette BDH. Est-ce que vous prévoyez une commercialisation de tous vos outils numériques à terme? Enfin, voilà, c'était sur cette partie-là que j'aurais aimé vous entendre. Bien sûr. Alors, je ne vais pas donner des réponses précises et je n'ai pas de slide avec le PNL et notre roadmap, mais je vais revenir vraiment sur ce que j'ai dit en préambule. Et ce n'est pas pour éviter de répondre à la question, c'est vraiment l'approche qu'on porte. Quand je prends l'exemple de l'investissement Terra Panacea, l'idée, ce n'est pas forcément de vendre une solution et de générer des revenus. Vous imaginez bien que ce type de solution peut aussi demain, je prends un autre cas d'usage qui représente une rentabilité. Encore une fois, tout dépend de comment on définit ces rentabilités au pluriel. Si j'ai une solution d'imagerie qui rend ma détection ou la quantification de lésions en sclérose en plaques
beaucoup plus efficaces qu'elles ne le sont aujourd'hui. Si j'applique ces solutions-là dans ma recherche et ma R&D de développement de produits, qui me permet d'accélérer ma recherche, d'amener des thérapeutiques qui seraient tombées dans la poubelle si je n'avais pas ces moyens-là, ou parfois arrêter plus tôt des développements qui vont nulle part. On part de chiffres qui peuvent être astronomiques dans le développement en neurotech. Alors, je ne vais pas avec une... Je prends cet exemple, mais ce n'est pas forcément celui-là, ça peut être un autre. Je ne vais pas revenir forcément avec un cas et un business case en disant j'ai investi tant, je développe un algorithme, une solution d'imagerie, parce que demain, je peux la vendre à GE, Siemens et Philips et je vais charger 25 $. Ça peut être ça parfois. Mais on peut aussi prendre d'autres approches en disant cette solution-là, en cas d'usage, si je l'embarque dans de la recherche, je peux accélérer un peu un développement. Je peux identifier une problématique dans un développement. Je peux identifier une molécule ou un effet sur lequel je serais passé à côté avant. Donc, encore une fois, je ne veux pas éviter de répondre à la question, je veux juste insister sur le fait que ce n'est pas une rentabilité, c'est des rentabilités. Ce n'est pas un retour sur investissement par de la dollar value, c'est beaucoup plus large que ça. Ce qui n'empêche pas d'avoir sur des cas spécifiques, précis, où il y a un rationnel, des réflexions de dollar value, évidemment. Ça peut se poser, ça se posera. On n'a pas aujourd'hui cette demande à dire à 18 mois, vous devez générer tant en argent, et à 18 mois, vous devez générer tel type de valeur, avec tel type de service, tel type de solution et tel type d'activité. Si certaines d'entre elles vont chercher du dollar value, c'est très bien, et ça fait partie aussi de la stratégie et du plan. Est-ce que c'est l'unique vecteur? Non. Il y a une partie où ça contribue, si ça contribue à un mieux-être pour le patient. Évidemment. Oui. C'est pour ça que je disais, Difficile les à vecteurs chiffrer. sont très larges. Alors certains sont plus tangibles que d'autres, encore une fois, mais le leadership play est important. La reconnaissance de l'innovation, l'image d'un laboratoire d'innovation est important. L'intégration dans la recherche, l'accélération, c'est important. Le service aux patients est important. Le service aux médecins. Et tout ça mis bout à bout, on peut construire des rentabilités. Pierre? Oui, bonjour. Vous avez parlé de 6 assets tout à l'heure. Quels sont ceux qui ont déjà trouvé leur place auprès de patients ou de professionnels de santé? Alors, évidemment, les assets plus historiques qui ont eu le temps de s'installer et qui ne sont pas BDH, mais qui viennent des entités précédentes. Une solution telle que Cléo, qui est une application d'accompagnement des patients atteints de sclérose en plaques, aujourd'hui est présente dans 22 pays dans le monde et 500 000 patients enregistrés. Donc, on est sur un chiffre extrêmement important. En France, c'est à peu près 60% des patients atteints de sclérose en plaques qui ont l'application. Alors, elle est totalement gratuite. Elle n'est pas liée à notre thérapeutique, elle est ouverte à tous, qu'ils soient traités ou pas, avec nos médicaments ou pas. On est vraiment dans l'accompagnement à ce stade-là. La solution peut évoluer, mais dans l'accompagnement du quotidien, de la compréhension, traquer un symptôme, enfin, des choses que vous connaissez très bien. Mais voilà, une solution qui a trouvé son public, c'est une des solutions qui est largement bien installée aujourd'hui. Oui. C'est un chiffre majeur par rapport à la distribution de cette maladie. Complètement, complètement. Un site d'éducation, d'information à la neurologie qui est Neurodiem. Pareil, on doit être dans 25 pays, on doit avoir pas loin de 25 000 neurologues. Un mot sur les incubateurs et accélérateurs. Quelle est votre stratégie chez Biogène par rapport à ces entités, internes, externes, partenariats? Alors, sur les modèles de partenariat, on a tous les modèles. Donc, on a encore une fois les métiers, les capacités de construire nos solutions nous-mêmes. On a des développeurs, etc. Bon, ça ne veut pas dire qu'on fait des lignes de code, nous, on peut les externaliser, mais on a des équipes de développement co. Cléo a été développé in-house, par exemple. On a du partenariat. La VR est un exemple. On ne va pas forcément aller développer le software ni construire les casques, mais on fait du partenariat. Apple est un partenariat et des fois, on récupère des solutions et c'est du plug and play. On va prendre une solution et on va l'appliquer à nos aires thérapeutiques. Donc, on a vraiment tout le panel. On a une équipe qui est dédiée aux partenariats extérieurs, qui sont organisés par métier, Digital Biomarkers, Co. On a même une personne basée ici en France qui s'occupe des partenariats académiques, donc dont le rôle est vraiment de se rapprocher des universités, des labs, pour faire du spin-out et du spin-off. Et c'est tout le panel. Moi j'ai une petite question. Là, j'ai parlé au nom des agences de com, de la FNIM. L'industrie pharmaceutique fait des traitements, fait des pilules bleues, rouges, etc. Et donc, elle a une légitimité par rapport à ça.
le fait que vous investissiez la medtech, que vous manipuliez des datas qui seront beaucoup moins anonymisées que dans les études médicales classiques, etc. Est-ce que vous avez déjà des réactions du public, des patients, etc. Est-ce qu'on dit attention, là, c'est pas votre domaine? Est-ce qu'on vous challenge sur la légitimité, etc. Des réactions sur c'est pas votre domaine, et très sincèrement, non. Est-ce qu'il y a de temps en temps, parfois, cette réflexion ah oui, c'est l'industrie? Évidemment, ça c'est de notoriété publique et c'est partout. Il y a toujours cette réaction quelque part chez certains et ok, on doit aussi l'accepter. Est-ce qu'il y a une sensibilité particulière? Non. Est-ce qu'il y a une prise de conscience aussi chez nous? Bien évidemment que oui. Donc, vous parliez de la data, par exemple. Il y a des réglementations, il y a des régulations qui sont extrêmement strictes. Il nous appartient aussi d'y être compliant. Et on a aussi des métiers au sein de nos équipes de gens qui sont dédiés à la régulation, à la compliance et légale. Et on ne s'appuie pas sur la partie pharma. Dans ce cas-là, on a vraiment des gens en interne qui sont experts de ces sujets-là pour s'assurer qu'on est strictement aligné aux réglementations, quels que soient les pays dans lesquels on opère. Et généralement, on prend la partie la plus restrictive et on l'applique partout, que ce soit GDPR, que ce soit MDR dans le futur sur les classifications d'outils, etc. Et on a des personnes dédiées à ça. Donc, si on prend Chloé, vous avez la même communication que n'importe quel éditeur digital, ou est-ce que vous en faites un petit peu plus du fait de votre statut de laboratoire? Je pense qu'on en fait même un peu moins. La data de Cléo, on la travaille pas entre guillemets. On la récupère. Enfin, on a du data analytics en termes de produits. Je peux savoir quelles features marchent plus ou moins, combien d'installations sont faites dans ce pays ou pas. Mais jamais je vais accéder à de la data personnalisée, jamais. Même anonymisée, d'identifier, on le fait pas. Et la relation avec Apple ne concerne pas les data? Si, mais alors les data, on est sur de la data science dans ce cas-là. On est dans une étude déjà, c'est pas la même chose, c'est pas du tout la même réglementation. Donc on est dans une étude prospective d'une cohorte au long cours et sur des digital biomarkers. Et Apple récupère de la data, on a de l'aggregated data pour faire de l'analyse après, c'est des terra et terra sur digital biomarkers. Mais elle n'est jamais personnalisée. Et c'est vraiment, et là c'est une étude, donc la réglementation évidemment est radicalement différente. Merci pour le témoignage et puis pour le modèle qui est absolument excessivement excitant. Juste une chose, puisque effectivement dans les KPI que vous avez cités, l'adoption c'est important, mais l'adoption ça va de pair aussi avec l'appréciation, l'éducation. Donc comment ça se passe avec déjà au premier chef les cliniciens, enfin les professionnels de santé et potentiellement les patients? Parce que qui dit adoption dit peut-être, avec tout ce qui est nouveau et tout ce que vous brossez comme possibilité, et c'est effectivement très large, comment, à votre sens, éventuellement, quel rôle doit jouer l'industrie pharma pour une forme d'éducation, d'intégration de tout ce qui va arriver demain? C'est pas toujours très facile au jour d'aujourd'hui. Donc voilà. Tout à fait. Je vois, peut-être il y a deux questions dans votre question. La première, c'est au-delà de l'adoption, qu'est-ce qu'on mesure autre? Il n'y a pas que ça. Vous avez parlé de la satisfaction. Donc, effectivement, on a ce type de KPI. Alors, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ça va être barbant, mais il n'y a pas que l'adoption. Quand je dis à 500 000 enregistrements, c'est une ligne de KPI. Derrière, vous avez du NPS score, vous avez du store score, c'est-à-dire le nombre d'étoiles que les patients vont mettre. Ce n'est pas qu'une question d'enregistrement, c'est une question de monthly active users, c'est aussi une question de stickiness du produit. Et je peux rentrer comme ça dans plein de détails. On va sur des choses extrêmement précises et sur des tonnes de data nous-mêmes qu'on analyse sur ces KPI-là, de manière agrégée. Ce qu'on fait également, et sans rentrer dans le détail, c'est qu'on se challenge nous-mêmes de l'extérieur. On fait des études de perception de ces utilisateurs-là ou des neurologues de ce type de solutions qui peuvent être, c'est des études qui peuvent parfois, ou des enquêtes qui peuvent être aussi anonymisées. C'est-à-dire, c'est pas Biogène qui pose la question, c'est quelqu'un d'autre. Et on va chercher la perception, la reconnaissance des utilisateurs de manière assez objective. C'est un autre moyen, encore une fois, d'aller chercher des KPI et de l'évaluation de l'intérêt. Maintenant, sur l'éducation, c'est effectivement un sujet. On n'a pas la prétention, nous, d'être le porte-drapeau de l'éducation au digital health, mais on le fait à notre manière, à travers notre réseau également. Aujourd'hui, le digital health dans la communication du réseau aussi, Biogène Pharma, c'est un pilier majeur de notre stratégie.
ce qui fait que toutes les affiliés, tous les reps, tous les MSL ont du digital health comme un objectif d'engagement. Biogen, aujourd'hui, en tant qu'organisation, et ça a commencé cette année, dans toutes ces communications extérieures, même le CEO sur les earning calls, etc., il y a 4 piliers de ce qu'on appelle les New Frontiers, c'est-à-dire les 4 piliers du focus de Biogen. Et un des 4, c'est le digital health. Au même niveau que la neurologie, que les biosimilaires, etc., c'est le digital health. Donc, on le porte, on ne fait pas semblant de le porter. Est-ce que c'est à nous de changer le monde? Est-ce que c'est à nous de faire de l'éducation? Bien sûr que non. Mais sur notre petite échelle, on le fait. Et on le fait partout. Je parlais tout à l'heure là aussi d'une solution simple, plutôt historique, mais très engageante, qui est le site Neurodiem d'éducation de CNS pour les neurologues. On a créé une section dédiée au digital health en neurologie pour s'assurer que les neurologues ont cet accès-là, cette éducation aux outils numériques. Parce qu'effectivement, plus ils sont informés, plus ils sont éduqués, plus on va pouvoir engager avec eux. C'est évidemment un sujet. Et ça, c'est international, c'est par pays. C'est international. Le contenu. Le contenu est adapté par pays. La solution est globale, mais chaque pays a son website avec sa langue et ses experts qui interviennent. Je me suis engagée vis-à-vis de Yacine. Il sera dans le métro à 10h30. Donc, peut-être que l'on prend une dernière. Est-ce que je dois l'accompagner? En 5 minutes? OK. Oui, une question rapide dans le prolongement de la question précédente. Donc, on le voit, les usages numériques, et notamment dans la santé, ça explose. En revanche, il y a un vrai problème, un vrai souci en ce qui concerne la confiance numérique. On l'a vu récemment dans le dernier baromètre, la confiance numérique Axel. Le niveau de la confiance numérique n'a jamais été aussi bas, notamment dans la santé. Qu'est-ce que vous mettez en place justement pour remédier par rapport à ce point auprès des utilisateurs, qu'ils soient professionnels de santé ou utilisateurs finaux, patients? Cette question de confiance, qui est évidemment légitime et au cœur de beaucoup de discussions, elle est souvent liée à la data, justement. Alors, j'ai un peu répondu tout à l'heure en disant qu'on a... Alors, soit nos data sont dans un cadre d'études cliniques et de recherche clinique, soit elles sont sous le coup d'une réglementation et de régulation sur lesquelles on est complètement aligné, voire encore plus restrictif, parce que 500 000 patients MS Cléo, on pourrait récupérer de la data et faire certaines analyses, et on ne le fait pas. Mais d'abord et avant tout, c'est d'abord respecter la régulation. En être informé, avoir les bonnes personnes au sein des équipes, que tout le monde soit informé et éduqué là-dessus, et que nous, on soit absolument alignés là-dessus. Dans les projets qu'on fait, dans les projets qu'on rejoint aussi, on travaille avec les équipes du Store Santé, notamment en France, il y a ces questions-là de la certification, la double identification, la sécurisation de la data. C'est aussi des sujets sur lesquels on est engagé. Alors, selon la solution qu'on développe, parfois on ne va pas aller aussi loin que ça parce que c'est juste des articles à lire, on ne récupère aucune data, je ne vais pas aller mettre le SMS plus l'email plus la reconnaissance faciale, ça n'a pas de sens. Mais si c'est justifié, on le fera. Si la réglementation l'impose, la question ne se pose même pas. Et si la réglementation est beaucoup plus ouverte, mais l'usage ne justifie pas l'accès à la data, on ne le fera pas. Je n'ai pas de réponse mathématique pour dire la réponse c'est 3. Mais la réponse c'est il y a des régulations, il y a un framework, et il y a une discipline interne sur tel sujet soulève telle question et telle rigueur. Et sur tel sujet et tel type d'asset, la data a soit un but particulier, notamment scientifique, c'est une étude, soit elle ne l'a pas. On n'est pas une société, on ne vend pas de la data, on n'utilise pas la data à but commercial. On ne prend pas la data d'une solution pour la donner à la pharma au côté pharma en disant ce médecin, ce patient. Jamais. Le firewall est absolu sur ces éléments-là. Parce que sinon, on ruine tout. On va faire ça une fois en se disant, ah, tiens, quoi, je vais faire une vente. C'est là aussi où la notion de profit, de KPI va jouer énormément. Qu'est-ce qui nous incentive? Ce n'est pas la data. Ce n'est pas le lien avec l'activité business. L'engagement, il se fait sur d'autres vecteurs, sur de la science, sur des études cliniques, sur un engagement sur le terrain. Ce qui nous intéresse, c'est le digital medicine, c'est la digital health. Et ça n'a pas vocation soit directement à générer de dollar value, encore moins à aller les chercher là où ça n'a pas forcément un intérêt, qui est sur de la data mal utilisée. Oui, merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Je voulais savoir, donc vous avez dit précédemment que vous allez lancer vos solutions dans 22 pays. Comment ces 22 pays ont été choisis? Est-ce qu'ils ont une meilleure appétence pour les solutions digitales? Et la deuxième question que j'avais, c'est si vous devez choisir un nouveau pays, comment vous allez, d'un point de vue stratégique, développer du coup vos solutions? Bien sûr.
Alors, selon les solutions, le chiffre peut varier. Donc là, j'avais parlé de Cléo, mais au total, aujourd'hui, toutes les solutions confondues, on doit être à 37 pays. Et ce qu'on fait, c'est donc on crée une solution, un concept de solution, on le co-développe avec des utilisateurs, avec des médecins en interne, on le sociabilise, je ne sais plus, en interne, et on décide d'une liste de pays en lancement, à travers plusieurs critères. La synergie avec la stratégie locale, le besoin, l'engagement du pays, les ressources qui existent localement, etc. etc. Évidemment, il y a des pays, logiquement, que vous nous mettez toujours au début de la liste. Vous parlez de la France, Allemagne, États-Unis, Angleterre, Espagne, Italie. Mais de plus en plus, ces listes-là s'allongent. Et elles suivent aussi le footprint de Biogène et son existence. Biogène est un laboratoire qui est en train de grandir au niveau du footprint, donc une grosse accélération sur les pays émergents. On le suit également. Aujourd'hui, je parlais de Neurodiem. L'essentiel des lancements de Neurodiem cette année va se faire dans Middle East, Africa, Latin America, par exemple. La Chine est en train de devenir un élément majeur et central dans ce qu'on fait. Donc, de plus en plus, je vais mettre la Chine dès le début sur ma roadmap. Et l'idée, c'est vraiment d'aller dans le plus de pays possible. Mais c'est une discussion et c'est une analyse de on a une solution, ça fit avec la stratégie, le footprint local, il y a un alignement de priorités et de ressources et nos capacités, parce qu'on lance jamais 30 pays d'un coup, mais on fait des vagues successives. La pandémie a été positive. C'est compliqué de... oui, non, c'est ça. Je ne vais pas pouvoir répondre par oui, non. C'était pas un croche-pied. Alors, en aucun cas, voilà, évidemment, je vais dire des banalités, mais difficile de voir des choses positives sur la pandémie. Maintenant, évidemment, le commentaire, et que je ne suis pas seul à faire, c'est que sur l'adoption et l'acceptation du numérique en tant que vecteur, ça a été un accélérateur majeur. Sur l'adoption elle-même, ça a forcé l'adoption. J'y pensais puisque tu as pris ton poste juste avant ou au début de la pandémie. Ah, en plein dedans. Oui, oui. Plein Moi, j'étais en dedans, Asie, donc j'ai eu le plaisir d'avoir Covid 6 mois avant tout le monde. Enfin, par titre personnel, mais en tout cas d'y être exposé. Et c'est marrant parce que ça a aussi participé à ma décision de me rapprocher, de revenir à la maison avec ma femme, un petit bébé, tout ça. Donc, Covid nous a impacté dans plein de sens. Sur le sens du numérique, évidemment, on peut reconnaître une action d'accélération majeure de l'adoption et de l'acceptation. Je vois mes parents qui utilisent Doctolib. Il y a 3 ans, si j'avais essayé d'expliquer à ma mère, parler à son médecin et prendre rendez-vous sur son téléphone, enfin, elle m'aurait ri au visage. Donc évidemment, il y a une question d'adoption évidente. Tel fils, telle mère. Oui, ou dans l'autre sens. Donc, je pense que pour que quelques-uns puissent lui parler personnellement, on va arrêter là les questions. Et je tiens à remercier, ça a été absolument génial, Yacine, et puis pour toute la préparation, et avec mon plus grand respect pour tout ce que tu as fait. Un plaisir largement partagé, c'était très agréable. Merci beaucoup et merci de vos questions.